que je leur ai dit. Je leur ai dit que dire absolument que c'est moi qui suis le président, c'est moi ou rien, ça ne mène nulle part. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas être ramenée à la dimension d'une personne. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai tenté de leur expliquer, en leur demandant de tout faire pour pouvoir trouver une solution. Mais ça fait des mois que ça dure. C'est pour ça que je leur ai dit, mais s'ils sont deux, si l'un ne se désiste pas, moi je ne peux pas aller présenter soit à telle autorité, voilà les deux présidents. Je ne peux pas faire ça. Mais justement, par rapport à cela, Excellence, les auditeurs ont été surpris que, bon, le même problème se trouve au RHDP, mais vous avez, selon eux, vous avez présenté ces deux présidents au Premier ministre. Pourquoi ne pas aussi présenter les deux présidents donc, de l'UFI au Premier ministre ou bien aux personnalités qui arrivent? Qui a présenté les deux présidents au Premier ministre? C'est l'information que... Ils sont partis d'eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils ont eu l'honnêteté de vous dire qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Ils vous ont dit que c'est moi qui ai pris le rendez-vous pour eux? Bon. Non, en fait, bon... Mais sur la radio, ils nous entendent. Est-ce qu'ils vous ont dit que c'est moi qui ai pris le rendez-vous pour eux? Mais nous nous sommes dit que comme vous gérez un peu le calendrier des personnalités qui arrivent, nous nous sommes dit que c'est tellement que c'était vous, voilà. Le Premier ministre ne pouvait pas le recevoir sans votre accord, en fait. Je crois que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous expliquer. Merci. Vous comprenez? Oui. Quand le président devrait, quand le Premier ministre devrait arriver, naturellement, nous travaillons sur le projet de programme officiel pour lequel la personnalité vient en visite. Et c'est lorsque nous avons fini de faire le projet de programme que nous envoyons à Abidjan qu'on mentionne sur ce projet qu'il y a des demandes d'audience qui ont été formulées par nos compatriotes. Vous comprenez? Et on mentionne les différentes audiences. Et au fur et à mesure que le programme qui fluctue, selon la disponibilité des personnalités qu'on doit rencontrer, c'est au fur et à mesure que les plages se dégagent, que nous appelons telle personne pour lui dire, bon, vous avez votre programme à tel endroit, vous avez tel programme à tel endroit. Et à tel moment que le Premier ministre peut vous recevoir ou bien la personnalité peut vous recevoir. Voilà comment nous avons fonctionné. Bon. Mais moi, je sais qu'ici, à Washington, il y a Mme Brutus qui a dit qu'elle a été élue. À New York, il y a, comment elle s'appelle, Sia aussi, qui a dit qu'il a été élu. Mais l'ambassadeur ne gère pas les problèmes politiques. Car au moins vous le savez. Bien sûr. Parce que si je m'investis dans l'installation du président du RHDP, des choses, ça suppose qu'il va m'investir dans toute autre chose j'avais dit politique. Si je suis invité, je vais, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Et les autorités ont été informées du fait qu'il y a bicéphalisme au niveau du RHDP. Et on leur a demandé de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Quand je dis bicéphalisme, ça a l'air de dire, monsieur l'ambassadeur, voilà avec qui tu dois dîner. Sinon, moi, je fais quoi? Chacun a demandé son rendez-vous. Moi, quand ils ont demandé RHDP, j'ai mis RHDP et on cherchait le rendez-vous. Quand on m'a dit que le Premier ministre devait recevoir... j'étais à l'audience avec le Premier ministre quand je lui ai dit qu'on avait fini. On avait fini, je suis descendu et j'ai vu Mme Brutus. J'avais vu Mme Brutus et elle était en bas avec les membres de son bureau certainement. Et elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec le Premier ministre. J'ai dit non, le rendez-vous que moi j'ai vu sur l'agenda, c'est le vendredi à 17h. Elle m'a dit non, que c'était ce jour-là, jeudi. J'ai dit non, c'est le vendredi parce que je viens de discuter avec le Premier ministre. Le Premier ministre m'a dit que c'était cette semaine. Comme elle a insisté, je suis retourné pour aller appeler le Premier ministre. Oui, ça, monsieur le Premier ministre, je m'excuse, mais on dirait qu'il y a eu confusion parce que Mme Brutus et les membres de l'autre se trouvent en bas. Elle a dit, bon, il a dit, bon, dans ces conditions, remonter. Donc, je suis remonté avec eux. Voilà, on a reçu, quand on a fini de les recevoir, pour moi, c'était fini. Vous me suivez? Bien sûr, oui, bien sûr, excellent. Oui, pour moi, c'était fini. Donc, on était
au département d'État en réunion, quand on m'a appelé, on me dit, la réunion du RHDP, là, c'est encore aujourd'hui. Or, c'était, ce qui figurait sur le projet, c'était pour New York. Tu vois? Alors que la veille, déjà, on avait reçu Madame Brutus. Et moi, j'ai briefé le Premier ministre, je lui ai dit, voilà la situation dans laquelle on se trouve ici. Donc, le Premier ministre a reçu les deux. Mais, Excellence, par rapport à tout ça, certaines personnes se disent qu'au niveau donc de l'ambassade, puisque on sent que au niveau donc des associations, il y a beaucoup de problèmes, il faut certainement avoir un département ou bien une personne qui va s'occuper un peu de toutes ces associations, parce que si tout cela marche, cela va faciliter un peu votre travail. La preuve, Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, quand il était arrivé, à New York, on n'avait vraiment pas même un président même à New York, la grande ville de New York, pour certainement porter un peu, j'allais dire, la voix certainement des Ivoiriens. À Washington, c'est pratiquement la même chose. Et le chef d'État nous aurait remis $50,000 et jusqu'à présent, nous ne savons pas où c'est tous ces $50,000. Et les informations aussi, c'est que madame, la première dame aurait remis $10,000 aussi à la communauté, mais puisque nous ne sommes pas du tout unis, cela rend un peu votre travail un peu difficile. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant, peut-être que vous l'avez déjà, de créer un département ou bien sous-département qui va se charger certainement de s'occuper de tous ces dossiers et par la même occasion, pouvez-nous dire exactement ce qui s'est passé, pourquoi les $50,000 qui ont été, j'allais dire, remis aux Ivoiriens se trouvent dans la main de, permettez-moi l'expression, de certains individus qui gèrent cet argent sans avoir consulté un peu, j'allais dire, un peu les Ivoiriens. Merci. Vous étiez à New York? Oui, Excellence. Et vous étiez témoin de ce qui s'était passé? Oui, Excellence, oui. Mais si vous étiez témoin, donc vous avez la réponse, parce que oui, pour les auditeurs, voilà, oui. Oui, les $50,000 ont été remis à New York. Et bon, moi, en tant qu'ambassadeur aux États-Unis, j'attends encore d'avoir, j'avais dit, le feedback. Ils ont dit qu'ils allaient venir me rencontrer. Allô? Oui, allô, oui, vous attendez, oui. Ils allaient venir me rencontrer. Et malheureusement, j'étais absent la semaine dernière. Et avec le programme tel que je l'ai décrit, je ne serai pas de retour avant le premier. Et le 2, on va pour la Convention des démocrates. Donc, c'est un peu, sinon, ils ont demandé à venir me rencontrer pour me faire le point de la façon dont ils ont géré les ressources. Donc, voilà l'information que j'ai à ce sujet. Sinon, jusque-là, je n'ai pas encore d'informations précises. Il me revient que un bâtiment aurait été acquis, un projet dans ce sens, mais comme je n'ai pas encore d'informations officielles de la part de ceux qui détiennent la somme, ou plutôt qui détenaient la somme, je ne peux pas me prononcer à ce sujet. J'attends d'avoir cette rencontre d'abord. Alors, une toute dernière question et puis prendre quelques réactions certainement des hostes de nos émissions. La toute dernière question par rapport au cas donc de l'Union de UFI au niveau donc de Washington qui fait couler beaucoup donc de salive. Quelle est certainement l'approche que vous avez certainement trouver pour pouvoir réconcilier les deux camps. Certaines personnes disent que vous avez proposé un peu une troisième élection, mais la majeure partie, j'allais dire, des auditeurs du Jacques Roger Show ne sont pas du tout pour cette troisième élection. Ils pensent qu'ils ont déjà élu un président. Alors, est-ce que vous avez une stratégie ou bien, j'allais dire, une idée pour concilier ces deux camps? Oui, mais vous savez, malheureusement, souvent, on réagit selon sa propre culture. Quand je dis sa propre culture, je veux dire sa propre perception de la vie. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que si moi je me trouvais à la place de ces deux personnes qui prétendent être présidents de l'ensemble de la communauté, la façon dont j'aurais réagi est la suivante. J'aurais dit que, étant donné que j'ai été élu par seulement une partie de la communauté et que je suis censé diriger l'ensemble de la communauté dans ces conditions, si
il y a contestation sur une partie de la communauté, sur ma présidence, je préfère reprendre. C'est comme ça que moi j'aurais réagi. Mais ça, c'est en tant qu'individu. Vous comprenez? Parce que, en toute logique, tu ne peux pas, dans une communauté de, disons, je prends un exemple de 200 personnes. Il y a une moitié de 100 personnes qui élisent sans la participation de la partie B, et puis au sortir de cette élection, dire que tu vas commander, tu vas diriger A et B, et puis les gens vont accepter. C'est ce qui m'a amené à dire, mais dans ces conditions, comme nous sommes ici aux États-Unis, comme où il y a des primaires, on considère que chaque camp a désigné à travers des primaires son candidat. Et que si les deux candidats s'affrontent, on aura un président au-dessus de toute contestation, pour ne pas dire au-dessus de tout soupçon, en termes de la qualité et la crédibilité de son élection. Voilà comment moi j'ai raisonné. Mais ça peut-être c'est trop, j'avais dit. Allô? Oui, allô, oui, vous êtes en ligne, oui, allez. Voilà un peu comment moi j'aurais réagi. Et c'est cette approche que moi j'ai eue à l'esprit. Bon, j'avoue que dans la recherche de solutions, je n'ai pas mentionné spécifiquement le ministre Touré Sekou, qui a été d'un accord très important, parce que il nous a soutenus, il était à mes côtés. Après moi, il faut qu'on trouve une solution. J'étais à l'époque en mission à Los Angeles, on s'appelait jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'on avait le souci de trouver une solution à ce problème. Mais je pense que de guerre là, chacun a fini par se rendre compte que quand on veut concilier, il faut qu'il y ait un début de volonté de conciliation de la part des protagonistes. C'est pour ça que j'ai jugé utile d'impliquer les responsables religieux et des communautés. Bon, j'espère bien que ceux-là pourront infléchir la position des uns et des autres pour sortir de là avec des propositions concrètes. Ils sont jeunes, c'est ce que je leur ai dit lorsque je les ai reçus ici jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Je leur ai dit le temps passe très vite. S'ils avaient accepté les propositions de compromis, sans toutefois que ce soit de la compromission, ils seraient sortis grandis. Celui qui aurait accepté d'aider la communauté en faisant des sacrifices, la personne là aurait été la personne qui serait sortie, à mon sens, gagnante de cette situation d'impasse. Parce qu'elle aurait consenti un sacrifice au bénéfice de la communauté. Et le jour où on va trouver la solution, vous verrez le plan de bataille qu'on va mettre en place pour vous réunir, pour qu'on puisse parler de projet. Parce que moi, je tiens absolument à ça, parce que on parle de plus en plus d'éco-diplomatie. En d'autres termes, il y a l'obligation des résultats qui s'appliquent à nous. On doit courir dans tous les sens pour mobiliser les investisseurs. Mais moi, je ne voudrais pas que les investisseurs soient seulement des investisseurs américains. Je veux inscrire dans le volet investissement une part pour nos compatriotes, pour pouvoir, dans la présentation de mon bilan, dire que voici ce que les investisseurs américains ont apporté en Côte d'Ivoire, mais du côté de nos frères et sœurs ivoiriens, eux aussi se sont organisés, voilà ce qu'ils ont pu apporter. Il y a des projets d'envergure, il y a des dimensions du projet, on peut dire qu'il y a chaussure au pied de chacun. Mais ce n'est pas en restant dans la division, voilà déjà combien de mois qu'on a perdu à cause de cette prise d'otage au niveau de notre communauté. Merci beaucoup, Excellence. Voilà. Avec votre permission, je ne sais pas si vous voulez certainement avoir... Arthur Moloko,
tout-puissant Charles Tibi. Ivoirien, levez les mains. Ivoirien, levez les mains. Ivoirien, levez les mains. Ivoirien, levez les mains. Bombez la poitrine, bombez. Montrez puissance, montrez. J'ai dit bombez, le torse, bombez. Montrez fierté, montrez. Belle femme, on est devant. Joli garçon, on est devant. La cuisine. Et oui, voilà, c'était donc la belle Côte d'Ivoire, voilà, avec notre frère monsieur Mewe. Alors, vous êtes à l'écoute donc de notre émission, Jacques Roger Show sur NRI Radio. Nous avons un invité de marque aujourd'hui, son Excellence monsieur Daouda Diabaté, qui est donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près donc des États-Unis d'Amérique. Il est en train donc de répondre à nos questions et il va maintenant répondre aux questions donc de nos frères donc du panel. Alors, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez donc appuyer sur la touche 5 étoiles. Peut-être que nous allons prendre au moins peut-être 2 ou 3 questions. Nous allons donc ouvrir d'abord avec du côté de Boston avec Sister Sarah. Bonsoir Sister Sarah, comment allez-vous? Alors, Sister Sarah, honorable, elle est donc à Boston, elle est enseignante, elle a aussi présenté une émission Réflexion. Bonsoir Sister Sarah pour votre question pour son Excellence. Alors, Sister Sarah, est-ce que vous entendez depuis Boston? Alors, je pense que nous avons certainement un petit souci avec son micro. Alors, nous allons revenir du côté donc de Boston tout à l'heure. Je vais d'abord prendre de Washington, avec, je crois, ça doit être Monsieur Phil Nomel. Monsieur Phil Nomel, vous êtes en ligne. Nomel, est-ce que vous nous entendez? Du côté donc de Washington. Avec notre micro. Nous allons donc aller donc du côté avant donc je vais aller du côté donc de Monsieur Kwaku. Alors Monsieur Kwaku, vous êtes en ligne pour une question depuis donc Maryland. Bonsoir Monsieur Jacques Roger Chaud. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question à Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Voilà, une question courte, pas de commentaires. Allez-y. Oui, tout à fait. Bonsoir, Son Excellence. Bonsoir, monsieur. Ça va très bien, j'avoue que je me porte très bien. Excellent, j'ai une question. Il faut dire que ça fait quelques années notre communauté traverse une situation très critique en ce qui concerne notre frère, Monsieur Diomandé Moussa, et aussi notre frère Guy. Excellence, il faut dire que, ça c'est ce que je ressens. Vous étiez au Brésil lorsque vous aviez, je dirais même vous étiez l'un des premiers ambassadeurs à faire des communiqués en reconnaissant le président Alassane Dramane Ouattara comme le vainqueur de celui qui a eu la victoire dans les urnes. Et nous avions tous applaudi, nous avions tous dansé, nous nous sommes dit, voici quelqu'un qu'on connaît, qui était ambassadeur sur le régime Babou, qui a reconnu encore la victoire du président Ouattara. Ça, c'était sur le plan de la légalité. Et vous l'aviez dit dans les médias de façon officielle. Nous, ici, à Washington, D.C., monsieur Diomandé a été élu par les Ivoiriens de cette diaspora dans la légalité. Et nous étions surpris qu'il y avait une crise qui est en train de déchirer la communauté. Et c'est le pressentiment que nous on a eu. Vous avez pris côté d'un autre camp. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de légalité, nous avions des preuves, des évidences de tout. Et ceux qui ont fait le faux, je m'excuse de le dire, se reconnaissent très bien. Et il y a des preuves aussi. Et il y a des choses qu'ils ont fait. Et ça, je ne veux pas rentrer dans ce petit débat-là parce que vraiment, il y a eu du faux qui a été fait quelque part. Et je pense que ce sont les convictions personnelles qui ont aujourd'hui entraîné, n'est-ce pas, cette division au sein de cette communauté ivoirienne. Donc, vous êtes la première personnalité, le premier citoyen de cette communauté. Son Excellence, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que M. Diomandé dit qu'il a été élu de manière légale, avec la légalité, et il a des preuves à l'appui. Donc, je pense qu'il n'y a en aucun cas pour M. Diomandé, n'est-ce pas, de reculer. D'autant plus ou moins qu'il a des papiers qui prouvent qu'il a été élu de manière légale et les autres qui se disent qu'eux, ils ont été élus
Merci, M. Kouakou. Je crois qu'on a compris un peu le fond de votre question. Excellence, voilà, vous avez compris la question de M. Kouakou. Allez-y. La question, excusez-moi, la question de M. Kouakou, allez-y. Oui, merci, M. Kouakou. Pour la réintégration. Oui, j'ai bien compris votre question. M. Diomandé est la personne que notre communauté à Washington et Maryland, en Virginie, a élu comme président. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il est sur le plan légal. Oui, oui. Bon, sur le plan légal. Mais est-ce que vous pensez que, en ce qui me concerne, moi, je dois intervenir dans le choix du président? Je crois que non. Parce que autant les personnes sont venues me voir pour me dire que c'est Diomandé qui a été élu, autant d'autres aussi sont venus me voir pour me dire que c'est Guy Comenan qui a été élu. J'ai dit, si je voulais traiter le problème de façon superficielle, j'aurais sauté sur l'occasion pour dire, ah, Diomandé est le nouveau président. Mais autant vous êtes convaincus que c'est Diomandé, autant d'autres membres de la même communauté sont convaincus que c'est Guy. Et moi qui suis censé jouer le rôle d'arbitre, ce n'est pas à moi de dire que c'est celui-ci qui a gagné, ou bien l'ambassadeur ne décrète pas un président. L'ambassadeur est là pour prendre acte du choix des membres de la communauté. Je ne peux pas me laisser entraîner dans une dérive qui risque de me fragiliser, parce que je dois rester dans mon rôle d'arbitre. C'est ce que je me vertue à expliquer, et c'est ce que j'ai toujours fait, et je ne peux pas changer d'attitude au soir de ma carrière. Voilà ce que je tenais à dire. Et vous avez dit, vous avez fait des commentaires préalablement à la question. Bon, là, ce sont des commentaires que vous faites. Bon, ça, on est entre nous, chacun est libre de faire les commentaires qu'il veut bien faire, mais nous sommes des diplomates, nous ne sommes pas des hommes politiques, mais là où le devoir t'appelle, tu te lèves, tu t'en vas. Je n'étais pas membre d'un parti lorsque le président Gbagbo m'avait nommé ici, mais si un nouveau président me nomme à Washington, je me lève et je m'en vais. C'est tout aussi clair. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que... Bon, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous êtes en ligne, Excellence, oui. Oui, c'est d'autant plus que je vous ai toujours dit que moi je suis un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, je suis un homme de mission. Là où l'autorité me nomme, je me lève et puis je m'en vais. Je vous avais dit au revoir ici en partant au Brésil, quand on m'avait nommé au Brésil. Pourquoi voulez-vous qu'on me nomme à Washington et que je dise que je ne pars pas? D'accord. Alors, nous allons prendre une autre question donc de Madame Jeannette K, qui est la présidente sortante de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, bonsoir Madame K, comment allez-vous? Alors, Madame Jeannette K, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allez-y, madame, vous êtes en ligne. Allez-y pour votre une question courte ou bien un petit commentaire, pas plus d'une minute. Allez-y, madame. Bonsoir, monsieur Jacques Roger. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Non, j'ai dit allez-y pour votre question. Avez-vous une question pour son excellence ou bien un petit commentaire, pas plus d'une minute? Allez-y. Oh, non, pas du tout. Je n'ai aucune question pour son excellence. Ok. Merci, madame K. Alors, on va quitter donc madame K donc depuis Maryland pour aller donc du côté donc du Texas avec monsieur Ndri Bernard, qui est donc le représentant du PDCI donc au Texas. Bonsoir, monsieur Ndri. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur. J'ai une préoccupation. Les États-Unis, avec 50 États, quand nos autorités arrivent aux États-Unis ici, nous tous ne pouvons pas nous rendre à Washington ou à New York à tout moment. Est-ce que
vous pouvez, dans votre calendrier, permettre à nos frères, comme Jacques le fait à présent, ceux de Abidjan TV, Ivoire TV, pour que ces autorités informent la population ivoirienne qui se trouve aux États-Unis. J'ai été concerné quand le Premier ministre est venu. J'ai demandé au frère Jacques pourquoi il ne passe pas sur la radio. On me dit, il est sur BCC. Combien d'Ivoiriens écoutent ça? C'est presque, comment je vais dire ça, un couteau dans la mer. Aidez-nous. Nous sommes à un moment de la réconciliation. Aidez-nous par ces moyens pour que le message de la réconciliation puisse passer entre nous, frères et sœurs ivoiriens. C'est juste ma suggestion. Merci beaucoup, monsieur. Allô, monsieur Ndri? Oui, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est monsieur Ndri ou bien c'est Jacques? C'est monsieur Ndri, oui, c'est monsieur Ndri. Ndri, voilà, vraiment, je prends note de votre proposition. Les moyens modernes de communication devraient être largement utilisés pour permettre à nos autorités de passage aux États-Unis de communiquer non seulement avec ceux qui sont dans les États proches, mais également avec ceux qui sont dans les États aussi éloignés que le vôtre. Mais en tout état de cause, je pense que cette proposition mérite d'être prise en compte, surtout que nous avons la chance d'avoir certains de nos frères qui maîtrisent déjà ce secteur. En tout cas, nous prenons note et je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour votre contribution. Merci. À vous remercier. Ok. Cette question, nous avons voulu poser cette question à son Excellence parce que nous ne comprenons pas pourquoi des personnalités arrivent et puis nous sommes des Ivoiriens et puis bon, nous n'avons pas la possibilité de les avoir à l'antenne pour pouvoir discuter avec donc les Ivoiriens. Voilà, nous n'avons jamais compris un peu cela. Je crois que M. Ndriss Bernard, merci pour cette question. Alors, voilà. Alors, nous allons aller du... Allô, Jacques? Oui. Allô? Non, oui. Allô, Excellence, vous nous entendez? Oui, allô? Allô? Sa ligne, Excellence. Allô? Vous m'entendez? Parfaitement, nous vous entendons, Excellence. Je ne vous entendais pas bien. Voilà, d'accord. Nous allons prendre une autre question, des questions donc de la Virginie avec M. Diplotide Guélama. Monsieur Diplotide Guélama, allez-y pour une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, son Excellence l'ambassadeur. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous. Ça fait seulement 1 an que je suis dans ce pays et j'ai eu le privilège, ou du moins l'estime des Ivoiriens, et je suis du bureau de monsieur Diomandé Moussa. Vous, en tant que premier responsable de la communauté ici à Washington et aux États-Unis, vous avez dit tout à l'heure dans votre débat, lorsque vous étiez en train de présenter votre fonction, que vous êtes le représentant de la nation, mais chaque citoyen est ici aussi une force vive de la nation, donc aussi un ambassadeur. Et voilà 2 groupes qui s'affrontent. Je parle de Lucie. Vous avez vu les infragroupes, vous avez vu les religieux, comme vous avez dit. Et est-ce que concrètement, vous aviez donné l'opportunité à chacun des 2 présidents de vous rencontrer vous-même en tant que d'abord un aîné? Parce que quand vous parlez de 1970, au moment où vous faisiez vos stages, moi, je n'étais même pas encore né. Donc, ça veut dire que, en plus d'être un ambassadeur, vous êtes pour nous un père, parce que vous êtes âgé. Donc, est-ce que vous avez pris le soin, avec toute la courtoisie possible, de confronter dans votre bureau les deux concernés? Je veux parler de Guy Kwamelan et de Diomandé Moussa. Et en tant qu'un père, essayer de donner des conseils stricts
à vos enfants pour que la communauté puisse aller de l'avant. Je me suis renseigné, ça n'a pas été fait. Ce qui avait été fait, c'était avant les élections. Mais maintenant qu'il y a eu entêtement que les élections sont arrivées, aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, quelles sont vos marges de manœuvre pour pouvoir réconcilier concrètement? Il est vrai que vous ne nommez pas ou bien vous ne choisissez pas le président, mais vous avez la responsabilité de la communauté ivoirienne. Et donc, à ce titre, nous vous regardons en tant que père et nous nous sentons un peu orphelins. D'autant plus que quand les autorités viennent, je ne vois pas Diomandé invité, je ne vois pas Guy Kwamela, je ne vois rien. Donc, c'est là ma préoccupation, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci, Guélama. Oui, allô, monsieur Guy? C'est Guélama, monsieur Guélama, diplotide de Guélama. Merci beaucoup pour votre question. Dans mon introduction, j'ai dit ce que nous avons eu à faire concernant les deux protagonistes. Je disais que je les ai reçus une fois jusqu'à 2 heures du matin. Je dis bien jusqu'à 2 heures du matin. Au total, on s'est rencontrés au moins 3 fois, si mes souvenirs sont exacts. Je me suis investi à fond. Et je m'étais investi à la veille d'une rencontre très importante pour nous, pour la Côte d'Ivoire, mais j'ai sacrifié mon temps parce que le lendemain, à 7 heures du matin, on avait une réunion très importante qu'il fallait préparer. Et je suis resté, malgré tout ça, je suis resté avec eux jusqu'à 2 heures du matin. Je suis allé au-delà de ce que commande ma fonction. Je leur ai donné des exemples personnels, compte tenu du fait que je suis leur aîné. Les demandés peuvent être mes enfants. Ils ont l'âge de mes enfants. Je leur ai parlé en tant que père, des expériences personnelles vécues. J'ai ajouté que ce que tu penses être bon pour toi aujourd'hui, tu peux te rendre compte par la suite que ce n'était pas nécessairement bon pour toi. Et que le moment est venu pour l'un d'entre eux de faire le sacrifice, qui est loin d'être un sacrifice suprême. Mais en tout état de cause, aucun sacrifice n'était trop grand pour notre pays, pour notre communauté. Et que si c'était ça, la voie de sortie, il fallait que l'un d'entre eux accepte de faire le sacrifice. Le sacrifice qu'ils font aujourd'hui, ça va les grandir eux-mêmes. J'ai donné tous ces exemples. Et je le leur ai dit. Je leur ai dit que je le dis en connaissance de cause. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles moi je me suis trouvé, soit professionnellement, soit à titre personnel. Pour avoir fait des sacrifices, quelques années après, je me suis rendu compte que la décision que j'avais prise était salutaire pour moi. Je leur ai donné plein d'exemples, mais personne n'a osé écouter. Vous comprenez? Je me suis investi à fond. Je me suis investi. Voilà ce que je puis dire. C'est ainsi que, comme j'avais déjà fait une ouverture du côté des religieux et des responsables communautaires, on s'est réunis également avec cette frange, ces responsables de notre communauté, pour leur expliquer la situation et demander leur contribution à la recherche de la solution à ce blocage. Voilà, le problème c'est que chacun dit que c'est lui qui a gagné. Voilà le drame, mais ce qui est certain, nous savons que entre les deux là, il y a un qui ne dit pas la vérité. Voilà. Et nous, on n'est pas Dieu pour savoir qui dit vrai et qui dit faux. Puisque quand chacun vient, il vient avec des arguments pour te convaincre en tant que responsable, pour te dire que c'est lui qui a raison. Vous me comprenez, monsieur? Oui, comment ça? Monsieur, allô? Ok, d'accord. Merci. Il n'est plus à l'écoute? Il est toujours à l'écoute, hein, mais je crois que le fond de sa question, il dit que vous ne les avez pas reçus, c'est-à-dire uniquement les deux. Peut-être que vous avez reçu les deux équipes, hein, mais il aurait voulu que ça soit certainement, que vous convoquiez certainement les deux personnes, les deux, monsieur Diomandé et monsieur Guélama, et puis monsieur Kwamela, afin qu'ils puissent régler certainement le problème, pourquoi pas, dans votre bureau. En fait, je crois que c'était un peu le sens de sa question. Je les ai reçus même mieux, je les ai reçus à la résidence. À la résidence, c'est encore plus convivial, plus intime que le bureau. Les deux sont avec toute l'équipe, ou bien les deux? Pardon?
Il demande, est-ce que c'est les deux équipes qui ont été reçues ou bien ce sont les deux personnes qui ont été reçues? Une personne d'approche, ils étaient avec leurs proches collaborateurs. Ben, je crois que M. Guelama, pour lui, il pense que recevoir les deux sans les collaborateurs, il pense que ça peut peut-être... D'accord. C'est vaut mieux que la personne soit là. Parfaitement, Vous comprenez? Je comprends parfaitement, oui. Nous comprenons. Donc, au lieu d'aller consulter là, il vaut mieux que la personne que tu vas consulter soit là. C'est encore plus simple. Alors, je ne sais pas, avant d'aller de reprendre notre personne, je vais aller du côté de Boston pour voir Sister Sarah. Est-ce que vous êtes en ligne? Sister Sarah? Oui, Jacques, je suis là. Je ne sais pas si la ligne est ouverte. Oui, la ligne est ouverte. Hein? Allez-y. Depuis Boston, allez-y pour votre question pour son excellence. Est-ce que vous m'entendez, Jacques? Oui, nous vous entendons, Sister Sarah. Allez-y pour votre question. D'accord. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Voilà. Alors, je suis vraiment contente de vous entendre ce soir parce que ça nous a donné, ça m'a donné une impression différente de votre personnalité comparé à ce qu'on avait entendu de vous pendant que vous n'étiez pas à la radio avec nous ici. On vous a accusé de beaucoup de choses. On vous a accusé de mettre la division dans l'Union des Ivoiriens. On vous a accusé d'être celui qui faisait que les Ivoiriens ne s'entendaient pas et tout ça. Mais bon, à vous entendre ce soir, je crois que c'était un panorama tout à fait différent. Moi, ma question, c'est plutôt au niveau des 50 000 $ que M. Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, a donné aux Ivoiriens quand il les a rencontrés à New York. Alors, on nous a dit que c'est vous qui avez remis cet argent à M. Fatouré et à son groupe. Et je voudrais savoir si vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus. Est-ce que c'est à vous que le président a remis l'argent? Est-ce que ce sont les organisateurs qui vous ont remis l'argent pour garder et puis vous les avez appelés après pour leur donner? Comment est-ce que ça se fait que M. Fatouré et M. C.A. Honoré ont reçu cet argent et puis jusqu'aujourd'hui, bon, les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe? Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez dit que votre nom c'est madame. Allô? Sarah. Sarah? Oui. Oh, oui. Oui, madame Sarah. Mais la rencontre, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre propos. Bon, je crois que en cela, Jacques a raison. On doit multiplier les échanges pour mieux apprendre à nous connaître mutuellement parce que nous sommes des frères et des sœurs. Pour certains d'entre vous, vous êtes mes enfants. Et moi, je pense que la position que nous occupons, nous devons l'utiliser pour être au service de nos concitoyens. Parce que d'abord, c'est un privilège d'être à cette fonction-là. Les Ivoiriens qui peuvent occuper ces fonctions, il y a toute une multitude. Mais si Dieu a voulu que ce soit toi, il faut faire preuve d'humilité. Ceux qui me connaissent savent que chaque fois qu'on m'appelle, je fais tout pour répondre à l'appel. Mais je l'ai dit tantôt, nous nous sommes trouvés dans un programme qui n'a absolument rien à voir avec le programme que j'avais lorsque j'étais ici au cours de mon premier passage aux États-Unis. Parce que les relations entre les deux pays ont fortement repris. Les missions se succèdent, on est presque partout à l'invitation des responsables du pays hôte. Donc ça fait que l'agenda est serré, mais n'empêche que je fais tout pour pouvoir être à l'écoute de notre communauté. Alors donc, on va utiliser la voix de la radio et d'autres formes de médias pour multiplier les échanges pour qu'on puisse mieux se connaître. Je pense que ça peut beaucoup nous aider. Nous sommes là pour vous aider. Notre travail, c'est de faire en sorte que les communautés des États-Unis puissent émerger, qu'elles puissent se sortir et que, en sortant, elle puisse apporter sa contribution à la reconstruction de notre pays. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, à savoir les 50 000 qui ont été donnés. Mais tout le monde sait comment ça a été donné. Je dis bien tout le monde, puisque c'était télévisé, il y avait la presse,
tout le monde sait comment la somme a été remise et qui a remis. Donc, je pense que là, vous avez vous-même les éléments de réponse à cette question. Moi, en tant que responsable de la communauté, je l'ai dit dans mon intervention, les facturés ont demandé à me rencontrer. Et quand j'ai demandé l'objet pour que je puisse prévenir mon collaborateur qui doit assister à l'audience, c'est là qu'il m'a dit que c'est venu me faire le point en ce qui concerne la somme qui a été remise. Et comme je ne l'ai pas encore rencontré, bon, je ne peux pas aujourd'hui dire que ça a été utilisé de telle ou telle manière. J'attends de les recevoir à mon retour de la mission que j'entreprends demain pour pouvoir les rencontrer à partir de ce moment. Si nous avons une autre émission, ça nous permettra de donner des informations plus précises à ce sujet. Alors, si Sarah, vous êtes satisfaite, ça va? Oui, ça va, Jacques. Merci. Allô? Oui? Ça vous satisfait? Oui, ça va. On espère que, bon, avec le temps, on saura mieux ce qui se passe. De toutes les façons, vous n'êtes pas responsable de la façon dont il gère cet argent. Donc, je crois que votre réponse est satisfaisante sur ce point-là. Ma dernière question, c'est qu'en tant que représentant de la Côte d'Ivoire ici, est-ce que je ne sais pas si vous en avez vraiment parlé avec Jacques, mais moi, je suis de l'Ouest, je suis de la région chaude de la Côte d'Ivoire en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit point sur la situation de l'Ouest? Comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire envisage traiter avec cette situation et si vous avez des informations un peu plus claires que ce que nous savons? Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Oui, ok, merci. J'ai parlé au Premier ministre aujourd'hui même. Le Premier ministre était à l'Ouest. Ils sont partis pour aller s'occuper des personnes déplacées en ce qui concerne le lancement du processus de construction de logements pour leur permettre de retrouver un toit après toutes les difficultés que cette partie du pays a enregistrées. Et il m'a dit que l'opération s'est très bien passée et qu'ils vont s'atteler à ce que cela se fasse le plus rapidement possible, conformément aux instructions données par le président de la République, qui, comme vous le savez, a effectué une très grande visite dans cette région. Merci, Excellence. Voilà, nous allons aller avec M. Laurent Agueille. Allez-y pour votre question. Merci, Jacques. Excellence, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Laurent Agueille. Excellence, vous avez été nommé ici par le gouvernement Laurent Gbagbo. Allô? Pour être franc avec vous, Laurent Gbagbo n'a pas tenu compte de votre appartenance politique et n'a pas regardé votre nom à résonance nordiste pour vous nommer ambassadeur aux États-Unis. Ensuite, vous êtes allé au Brésil. Quand M. Ouattara est arrivé, il vous a ramené à Washington. Mais ce que je n'ai pas compris, Excellence, c'est que lorsque la France a bombardé Laurent Gbagbo pendant 2 semaines et qu'il a été arrêté, vous avez exhibé une joie vraiment immense. Et ça m'a paru bizarre. Je vais être précis, vous avez donné une interview dans un journal, Washington Diplomate, en juin 2011. Et vous avez dit, "It was too good to be true. I can't believe it. I was so happy." Vous avez changé. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ce que vous dites concernant Washington Post, vous dites? Ok, je reprends la question. Oui. Vous avez été nommé ambassadeur par le gouvernement Gbagbo, ici à Washington. Ensuite, vous êtes allé au Brésil et quand M. Ouattara est arrivé, il vous a reconnu, il vous a ramené ici à Washington. Mais lorsque Laurent Gbagbo a été bombardé par la France, le jour qu'on l'a arrêté, vous étiez en train d'aller au travail, vous avez exprimé une joie vraiment immense. Et pourtant, Laurent Gbagbo vous a nommé sans tenir compte de votre appartenance politique ou, je dirais, religieuse. Alors pourquoi cette joie immense pendant que vous êtes un ambassadeur de la Côte d'Ivoire? C'est la question que je vous pose. Et ensuite, la deuxième question, pour être bref,
c'est que vous avez dit tout à l'heure que les investisseurs se bousculent. Une bonne chose, on s'en réjouit. Pendant que tout Ivoirien ici, au présent aux États-Unis, est conscient de la situation d'insécurité en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes en train de montrer une autre face de la Côte d'Ivoire, relativement à ce qu'elle est réellement. Nous savons ce qui se passe. Alors, merci. Merci, monsieur Laurent Guéia. Alors, excellent. Je crois que vous avez compris un peu ces deux questions. Allez-y. Bon, je commence par la deuxième question. Allô? Allez-y, oui. Bon, la deuxième question, il a dit que, si j'ai bien compris, il a dit dans ma présentation que les investisseurs se bousculent. C'est ça. Voilà, et que, quelle est ma lecture de cette situation ou bien? Oui, quelle est la lecture? Il pense qu'actuellement, il y a un problème sécuritaire à Abidjan. Vous dites que les investisseurs se bousculent. Bon, il pense que les Ivoiriens savent que, ils pensent que ce n'est pas tellement le cas, voilà. Bon, peut-être que nous n'avons pas la même lisibilité de la situation. La preuve, moi, je dis que je m'en vais à Sacramento. Et c'est eux qui me pressent. Moi, je leur ai dit de reporter l'échéance. Ils ont dit que non, ils veulent que je vienne maintenant. À telle enseigne que je suis obligé de courter ma mission de Tampa d'un jour pour pouvoir aller. La rencontre était prévue pour le 30. Quand je leur ai dit que je ne pouvais pas quitter avant la fin de la convention, ils ont reporté ça au 31. Et ils insistent. Et je ne suis pas le seul ambassadeur. Mais ils ont insisté pour que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire soit parmi les personnes qui sont censées aller visiter leur entreprise, parce qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire est un hub, c'est-à-dire c'est une zone qui a un rayonnement sur bien d'autres pays, qui est en quelque sorte une porte d'entrée. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc j'étais obligé d'aménager mon programme, je quitte le 30 pour aller participer à cette rencontre. Et puis, à partir du 7, il y a une mission que le nouveau bureau économique conduit à Abidjan. Une mission d'opérateur économique. Tu vois? Alors donc, moi je pense que ce qui arrive là, c'est malheureux. C'est malheureux que ces situations éclatent à nouveau, mais ça n'empêche pas que les opérateurs économiques qui ont décidé d'investir en Côte d'Ivoire, il y a parce qu'ils savent que bon, c'est quelque chose d'éphémère, ça va s'arrêter. Voilà ce que je tenais à dire à ce niveau. Et je dis et je confirme que les investisseurs se bousculent. Que nous avons la liste des demandeurs de visa qui ne fait que s'enfler. Et je le dis en connaissance de cause parce qu'on a les éléments statistiques et d'appréciation. Maintenant, en ce qui concerne, vous êtes satisfait pour la première et la deuxième question? Bon, allez-y, je crois que le micro est fermé pour le moment. Allez-y. Bon, en ce qui concerne le premier point, vous dites que je me suis exprimé ma joie. Non, moi je parle en termes de Côte d'Ivoire, c'est pas une affaire de Diabaté ou bien il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je parle en termes de Côte d'Ivoire. J'ai dit la Côte d'Ivoire est sortie de cette situation. Il y a eu 3000 morts, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Il s'agit de 3000 morts. Comment on pouvait arrêter si ça se poursuivait? Si de décembre à avril, on a atteint 3000 morts, si ça se poursuivait, si on fait le ratio de morts mensuels, vous voyez, moi j'ai vu des situations, je ne reconnaissais pas la Côte d'Ivoire. C'est de tout ça là qu'il s'agit. Donc, je me suis senti soulagé que la Côte d'Ivoire ait pu rentrer dans une phase où on allait arrêter cette situation d'hécatombe dans laquelle nous nous sommes trouvés. Voilà. Mais quand, pour fait de dire que le président Laurent Gbagbo m'a nommé ici sans tenir compte de mon appartenance ethnique, c'est une... J'étais un haut fonctionnaire. Moi, j'étais ambassadeur depuis 1994, avant d'arriver aux États-Unis. J'étais déjà
À Addis Abeba, j'étais au Maroc, j'étais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. À partir de cette position qu'il m'a nommé ici. Et puis ici, on m'a envoyé au Brésil. Nous, en tant que diplomates, on passe d'un poste à l'autre. C'est la réalité. Alors, on va aller du côté de nous. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire en tant que pays passe avant toute autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on a été formaté. Dans notre formation, c'est ça. La Côte d'Ivoire passe avant toute autre chose et l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire prime sur toute autre chose. Voilà. C'est de cette façon-là que nous, on a été formés et nous agissons de cette façon. On te lève, on te dit, va là, tu te lèves, tu t'en vas. Je ne sais pas si la réponse leur satisfaction. Voilà, nous allons écouter donc. Oui, nous allons écouter. La Côte d'Ivoire sortait, on a arrêté l'hécatombe, que je me suis réjoui qu'on ait pu arrêter l'hécatombe. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons aller du côté donc de New York avec M. Yves Bambara, animateur et le host de l'émission Une semaine au Burkina Faso, journaliste burkinabé. Alors, M. Bambara, allez-y pour votre question pour son Excellence. Bonsoir, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Yves Bambara, je suis comme Jacques, je suis burkinabé, je suis vraiment intéressé aussi au sujet de la Côte d'Ivoire. Et ma question est qu'une année après l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire peine difficilement de trouver, en tout cas, sur le chemin de la réconciliation nationale. Également, certains médias font état de certains Burkinabés qui occuperaient des propriétés de leurs frères ivoiriens illégalement. Qu'en est-il exactement et que compte entreprendre le gouvernement ivoirien afin que les deux populations, en tout cas, puissent vivre dans le droit et le respect de la loi? Merci. Jacques. Allez-y, Excellence. Comme ça, je les ai un peu, tu peux reprendre pour que je m'assure que j'ai... D'accord, je peux reprendre. Hein. Excellence, je disais une année après l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est difficilement sur le chemin de la réconciliation véritable nationale. Aussi, certains médias font état des Burkinabés qui occuperaient des propriétés de leurs frères ivoiriens illégalement. Qu'en est-il exactement et que compte faire le gouvernement du président Ouattara pour résoudre tous ces différents problèmes, afin que les Burkinabés puissent vivre en tout cas dans le droit et le respect de la loi ivoirienne? Merci. Oui, merci beaucoup, j'ai bien compris maintenant. Bon, en ce qui concerne